Bienvenue sur notre chaîne dédiée aux histoires extraordinaires de visionnaires incompris. Aujourd'hui, nous vous racontons l'épopée fascinante d'Auguste Martinaud, ingénieur français du XIXe siècle, dont le projet pharaonique fut d'abord ridiculisé par ses contemporains avant de révolutionner l'industrie européenne. Cette histoire authentique nous emmène dans la France industrielle naissante de 1847, où un homme seul osa défier les conventions pour construire ce qui deviendrait l'une des fondations les plus innovantes de l'ère moderne. Martinaud, moqué par la presse parisienne qui le surnommait le fou des pierres, allait prouver que parfois, les idées les plus audacieuses cachent un génie que seul le temps peut révéler. Son projet colossal, né d'une intuition révolutionnaire sur la résistance des matériaux, changerait à jamais notre façon de concevoir les fondations industrielles. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne web pour découvrir d'autres récits de génies méconnus qui ont changé le monde. Mettez un pouce bleu si cette introduction vous inspire et laissez-nous un commentaire en nous indiquant de quel pays et de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien nous encourage à continuer de mettre en lumière ces pionniers oubliés de l'innovation. Préparez-vous à découvrir comment une vision considérée comme folle est devenue le modèle de toute l'industrie moderne. Nouvelle View, paragraphe 1. L'année 1847 marqua un tournant décisif dans l'histoire industrielle française avec le lancement du projet le plus ambitieux et le plus controversé de son époque, la construction de ce que Auguste Martinaud appelait sa « fondation éternelle » dans la vallée industrielle de Mulhouse, en Alsace. Cet ingénieur de 42 ans, diplômé de l'école polytechnique mais resté en marge de l'establishment technique parisien, venait d'hériter d'une fortune considérable de son oncle, riche négociant en textile, et avait décidé d'investir l'intégralité de cet héritage dans un projet que tous ses collègues considéraient comme une folie pure. Construire une base industrielle entièrement constituée de pierres massives, assemblées selon une technique révolutionnaire de sa propre invention. Le projet de Martinaud défiait toutes les conventions architecturales et industrielles de son époque. Tandis que l'industrie française adoptait massivement les structures métalliques et les fondations en béton, innovation venue d'Angleterre qui promettait rapidité de construction et économie substantielle, l'ingénieur alsacien proposait au contraire de revenir à la pierre, mais selon des modalités techniques si avancées qu'elles paraissaient relever de l'utopie. Sa fondation éternelle devait couvrir une superficie de 10 hectares et supporter le poids d'un complexe industriel textile intégré capable de traiter 500 tonnes de coton par mois, performance inégalée pour l'époque. La technique mise au point par Martinaud combinait de manière révolutionnaire tradition séculaire de la taille de pierre et innovations scientifiques les plus récentes. Chaque bloc de grès rose des Vosges, soigneusement sélectionné dans les carrières de Saverne, était taillé selon des spécifications mathématiques précises, calculées grâce aux nouvelles théories de la résistance des matériaux développées par Navier et Cauchy. Ces pierres, pesant chacune entre 800 kg et 2 tonnes, étaient assemblées sans mortier traditionnel mais grâce à un système d'emboîtement métallique breveté que Martinaud avait conçu après 5 années de recherches obsessionnelles. L'annonce de ce projet dans les cercles techniques parisiens provoqua un tollé général. Le journal des débats titrait ironiquement « Un polytechnicien veut construire une nouvelle pyramide en Alsace », tandis que la presse écrivait avec condescendance « Monsieur Martinaud semble confondre progrès industriels et fantasmes archéologiques ». Cette hostilité de la presse spécialisée reflétait l'incompréhension générale face à un projet qui semblait aller à contre-courant de tous les développements techniques de l'époque, période où la vitesse et l'économie primaient sur la durabilité et la solidité. Les critiques les plus virulentes venaient de ces anciens condisciples de Polytechnique, désormais installés dans les postes prestigieux de l'administration des ponts et chaussées. L'ingénieur en chef, Barthélemy Proust, ancien camarade de promotion de Martinaud, déclarait publiquement « Auguste a toujours été original, mais cette fois il dépasse les bornes de la raison. Construire en pierre une usine moderne, c'est comme vouloir éclairer Paris à la chandelle quand nous avons le gaz. » Ces moqueries blessaient profondément Martinaud, mais renforcèrent sa détermination à prouver la validité de sa vision révolutionnaire. L'aspect financier du projet alimentait également les sarcasmes,
Alors qu'une fondation industrielle conventionnelle coûtait environ 50 000 francs pour une superficie équivalente, les estimations de Martineau atteignaient 800 000 francs, soit 16 fois plus cher. Cette disproportion scandalisait les industriels alsaciens consultés, qui y voyaient un gaspillage criminel de ressources dans une époque où la concurrence internationale, notamment britannique, exigeait une optimisation constante des coûts de production. Avec de telles dépenses, ironisait le fabricant mulhousien Jean Dollfus, M. Martineau va produire le coton le plus cher d'Europe. Cependant, derrière cette apparente démesure financière, Martineau cachait un calcul visionnaire que personne ne comprenait encore. Ses études approfondies de l'industrie textile anglaise, menées lors d'un voyage clandestin outre-Manche en 1845, lui avaient révélé un problème majeur que l'industrie française n'avait pas encore perçu. Les fondations conventionnelles, économiques à court terme, s'avéraient catastrophiquement coûteuses à long terme en raison de leur dégradation rapide sous les vibrations industrielles. Les usines anglaises devaient être entièrement reconstruites tous les 15 à 20 ans, coût caché qui grévait dramatiquement leur rentabilité globale. Sa fondation éternelle était conçue pour résoudre définitivement ce problème en créant une base si solide et si stable qu'elle pourrait supporter plusieurs siècles de production industrielle intensive sans aucune réparation structurelle majeure. Cette vision à très long terme, incomprise par ses contemporains obsédés par la rentabilité immédiate, s'inspirait des grands travaux romains que Martineau avait étudiés passionnément pendant ses études d'ingénieur. Les Romains construisaient pour l'éternité, expliquait-il à ses rares soutiens. Nous devons retrouver cette ambition si nous voulons que l'industrie française domine l'Europe pour les siècles à venir. L'emplacement choisi pour cette expérience révolutionnaire n'était pas le fruit du hasard. La vallée de Mulhouse offrait plusieurs avantages décisifs. Proximité des carrières vosgiennes pour l'approvisionnement en pierre, présence d'une main-d'œuvre qualifiée habituée aux chantiers de grande ampleur et surtout accès privilégié aux marchés allemands grâce à la position frontalière de l'Alsace. Martineau avait également identifié dans cette région un sous-sol géologique exceptionnellement stable, composé d'argile compacte reposant sur un socle granitique, conditions idéales pour supporter le poids considérable de sa construction révolutionnaire. Les premiers travaux commencèrent le 15 mai 1847 dans une atmosphère de scepticisme général matinée de curiosité malsaine. Les ouvriers recrutés par Martineau, principalement des tailleurs de pierre expérimentés venus de toute la France, découvraient avec stupéfaction l'ampleur et la précision du projet. Chaque pierre devait être positionnée selon des tolérances millimétriques. Chaque assemblage vérifié par des instruments de mesure d'une sophistication inouïe pour l'époque. Cette obsession de la perfection technique, si elle impressionnait les artisans, alimentait les railleries des observateurs extérieurs qui y voyaient une maniaquerie d'ingénieurs déconnectés des réalités économiques. Paragraphe 2. L'été 1847 transforma le chantier de Martineau en véritable spectacle public qui attirait des visiteurs curieux de toute l'Alsace et même de France entière. Les dimensions pharaoniques de l'entreprise frappaient l'imagination populaire. 400 ouvriers travaillaient simultanément sur le site, manipulant quotidiennement plus de 200 tonnes de pierre grâce à un système de grues et de poulies d'une ingéniosité remarquable, conçue spécialement par l'inventeur. Cette machinerie révolutionnaire, combinant force hydraulique et mécanisme de précision, permettait de positionner des blocs de 2 tonnes avec une exactitude d'horloger, prouesse technique, qui commençait à impressionner même les sceptiques les plus convaincus. La méthode de construction mise au point par Martineau défrayait la chronique par son originalité révolutionnaire. Contrairement aux techniques traditionnelles qui procédaient par couches horizontales successives, son système utilisait une approche tridimensionnelle complexe où chaque pierre était simultanément porteuse, répartitrice de charge et élément de contreventement. Cette architecture entrelacée, inspirée des structures osseuses qu'il avait étudiées en anatomie comparée, créait une rigidité d'ensemble supérieure à la somme de ses parties, principe révolutionnaire que l'ingénierie moderne redécouvrirait seulement un siècle plus tard. L'assemblage sans mortier, innovation la plus controversée du projet, utilisait un système de clavettes métalliques en bronze que Martineau avait fait forger selon ses spécifications dans les ateliers de précision parisiens les plus réputés. Ces éléments,
coulés dans des formes géométriques complexes calculées mathématiquement, s'emboîtaient parfaitement dans des rainures taillées dans la pierre avec une précision de l'ordre du dixième de millimètre. Cette technique, qui paraissait relever de la joaillerie appliquée à l'architecture, créait des liaisons plus solides et plus durables que tous les mortiers connus, tout en préservant une flexibilité calculée permettant d'absorber les dilatations et contractions thermiques. Les premières critiques techniques sérieuses vinrent de la Société des ingénieurs civils de France, qui dépêcha une commission d'expertise dirigée par l'éminent ingénieur Émile Clapiron. Cette commission, composée des sommités de l'ingénierie française, examina pendant 3 jours les plans et la réalisation en cours pour conclure dans un rapport cinglant. M. Martineau fait preuve d'une virtuosité technique indéniable, mais son projet relève plus de l'art décoratif que de l'ingénierie industrielle. Cette débauche de moyens pour un résultat que la technique conventionnelle obtiendrait à moindre coût confine à l'irresponsabilité professionnelle. Cette condamnation officielle eut un impact retentissant dans les milieux industriels français et européens. Les journaux techniques britanniques, toujours prompts à railler les excentricités françaises, titraient avec ironie « Un ingénieur français veut construire un temple à la déesse industrie ». Le Times de Londres publiait un éditorial sarcastique expliquant que « Nos voisins français, décidément incapables de rivaliser avec l'efficacité britannique, se réfugient dans le grandiose spectaculaire pour masquer leur retard technique. » Ces critiques internationales blessaient particulièrement Martineau, qui se battait précisément pour redonner à la France une avance technologique sur l'Angleterre. Cependant, ces attaques renforcèrent paradoxalement la détermination de l'ingénieur alsacien et lui attirèrent des soutiens inattendus. Un groupe d'intellectuels romantiques, mené par l'écrivain George Sand et le critique d'art Théophile Gautier, prit publiquement sa défense en soulignant la dimension esthétique révolutionnaire de son entreprise. « Monsieur Martineau », écrivait George Sand dans la revue des Deux Mondes, réconcilie enfin industrie et beauté, technique et art. Sa fondation prouve qu'on peut être moderne sans être laid, efficace sans être vulgaire. Ce soutien culturel, s'il ne résolvait pas les critiques techniques, donnait au projet une aura intellectuelle qui attirait l'attention des élites européennes. La complexité logistique du chantier atteignait des niveaux inégalés pour l'époque. Chaque jour, des convois de pierre arrivaient des carrières vosgiennes, selon un planning millimétré établi 6 mois à l'avance. Ces blocs, numérotés et catalogués selon un système de classification révolutionnaire, étaient acheminés vers leur position définitive grâce à un réseau de rails et de plateformes mobiles qui transformait le chantier en véritable ballet mécanique. Cette organisation, d'une modernité saisissante, préfigurait les méthodes de production industrielle en série qui ne se généraliseraient qu'au XXe siècle. Le coût humain de cette perfection technique était considérable. Les ouvriers, soumis à des exigences de précision inhabituelles dans le bâtiment, travaillaient dans des conditions de stress permanent. Chaque erreur de positionnement nécessitait de reprendre entièrement la séquence d'assemblage, retard qui se répercutait sur l'ensemble du planning. Les accidents, bien que rares grâce aux précautions exceptionnelles prises par Martineau, étaient spectaculaires en raison du poids des matériaux manipulés. Cette dangerosité relative alimentait les critiques sur l'irresponsabilité supposée du projet. Pourtant, l'analyse détaillée des conditions de travail révélait un paradoxe surprenant. Malgré les exigences techniques élevées, les ouvriers de Martineau jouissaient de conditions sociales révolutionnaires pour l'époque. Salaire supérieur de 40% à la moyenne régionale, journées de travail limitées à 10 heures au lieu des 14 heures habituelles, création d'une caisse de secours mutuel, construction de logements ouvriers modèles. Ces innovations sociales, financées par les économies réalisées grâce à la réduction des accidents et à la motivation exceptionnelle du personnel, montraient que la recherche de l'excellence technique pouvait s'accompagner d'un progrès social significatif. L'automne 1847 marqua l'achèvement de la première phase du projet avec la finalisation des fondations profondes. Cette étape cruciale révéla la première validation technique des innovations de Martineau.
Les instruments de mesure ne détectaient aucun affaissement, aucune déformation sous le poids déjà considérable de la structure. Cette stabilité parfaite, obtenue dès la première année alors que les fondations conventionnelles nécessitent généralement plusieurs années de tassement, impressionna les observateurs techniques les plus sceptiques et créa les premières fissures dans le front de l'opposition. La rumeur de ces premiers succès techniques commença à circuler discrètement dans les milieux industriels européens. Des ingénieurs autrichiens, prussiens et même britanniques sollicitèrent discrètement des visites du chantier. Curiosité qui marquait un tournant dans la perception internationale du projet. Martineau, conscient de l'importance de cette reconnaissance naissante, organisa ses premières démonstrations publiques des capacités de charge de sa fondation, spectacle technique qui allait progressivement transformer la moquerie en admiration et révéler le génie visionnaire caché derrière cette folie des pierres. L'œuvre. Paragraphe 3. L'hiver 1847-1848 marqua une étape cruciale dans l'évolution de la perception publique du projet de Martineau. Tandis que la plupart des chantiers traditionnels interrompaient leurs travaux en raison des conditions climatiques difficiles, la fondation de pierre révéla sa première supériorité technique majeure. Une résistance exceptionnelle aux variations thermiques. Les instruments de mesure installés par l'inventeur ne détectaient aucune fissuration, aucune dilatation parasite, contrairement aux structures métalliques et béton qui subissaient des déformations importantes sous l'effet du gel et du dégel successifs, problème chronique de l'industrie alsacienne. Cette stabilité remarquable attira l'attention du baron James de Rothschild, financier visionnaire qui s'intéressait aux innovations techniques susceptibles de révolutionner l'industrie européenne. Sa visite du chantier, en février 1848, constitua un tournant décisif pour la crédibilité du projet. Accompagné de ses propres experts techniques, Rothschild examina minutieusement les innovations de Martineau et déclara publiquement « Ce que j'observe ici n'est pas de la fantaisie d'ingénieur, mais de l'ingénierie du futur. Cette fondation résoudra les problèmes de durabilité qui handicapent toute l'industrie européenne. » Cette caution financière et technique prestigieuse transforma immédiatement le statut social du projet. L'intérêt de Rothschild déclencha un effet domino dans les milieux industriels et financiers européens. La Banque de France envoya ses propres experts pour évaluer la viabilité économique à long terme du projet Martineau. Leur rapport, initialement confidentiel mais qui filtra rapidement dans la presse spécialisée, concluait que, malgré un coût initial effectivement élevé, cette fondation présente une rentabilité supérieure sur une période d'exploitation de 30 ans, durée au-delà de laquelle l'avantage économique devient écrasant. Cette validation financière officielle transformait la folie coûteuse en investissement visionnaire. Le printemps 1848, malgré les troubles révolutionnaires qui secouèrent la France, vit l'achèvement de la structure porteuse principale de la fondation. Cette étape permit à Martineau d'organiser sa première démonstration publique spectaculaire. Il fit installer sur sa plateforme de pierre une machine à vapeur de 200 chevaux, la plus puissante disponible en Alsace, et la fit fonctionner à pleine puissance pendant 48 heures consécutives. Les vibrations générées, qui auraient ébranlé n'importe quelle fondation conventionnelle, étaient entièrement absorbées par la structure de pierre sans aucune transmission parasite aux bâtiments environnants. Cette démonstration technique révolutionnaire attira près de 2000 spectateurs, incluant des délégations officielles venues de toute l'Europe industrielle. L'ingénieur britannique George Stephenson, fils du célèbre inventeur de la locomotive et figure emblématique de l'industrie anglaise, déclara publiquement son admiration. « Monsieur Martineau a résolu un problème que nous, ingénieurs britanniques, considérions comme insoluble. Cette fondation changera la donne industrielle européenne. » Cette reconnaissance de la part du représentant de l'industrie anglaise la plus avancée provoqua un séisme dans l'establishment technique français. L'Académie des sciences, qui avait initialement ignoré les travaux de Martineau, lui proposait maintenant de présenter ses innovations lors d'une séance solennelle. Cette réhabilitation officielle de l'establishment scientifique français marquait la fin de la période de moquerie et l'ouverture d'une phase de reconnaissance technique. L'exposé de Martineau, le 15 juin 1848,
devant l'assemblée des plus grands savants français, fut accueilli par une ovation debout, reconnaissance exceptionnelle qui consacrait définitivement la valeur scientifique de son approche révolutionnaire. La presse, qui s'était gaussée du projet pendant des mois, opérait un revirement complet de ton. Le Moniteur industriel titrait « L'ingénieur visionnaire qui révolutionne l'industrie française », tandis que la Gazette des ponts et chaussées publiait un dossier technique approfondi sur les innovations révolutionnaires de la Fondation Martineau. Cette transformation de l'image médiatique reflétait l'évolution de l'opinion publique, qui découvrait progressivement la portée révolutionnaire d'un projet qu'elle avait d'abord pris pour une excentricité coûteuse. Les premiers industriels commençaient à manifester un intérêt concret pour l'adaptation de ces techniques à leurs propres installations. Le sidérurgiste lorrain Eugène Schneider, propriétaire des forges du Creusot, demanda à Martineau une étude pour l'application de ces méthodes aux fondations de hauts fourneaux, structures particulièrement sensibles aux vibrations et à la stabilité. Cette demande prestigieuse marquait l'entrée des innovations de Martineau dans l'industrie lourde française, secteur stratégique pour la puissance économique nationale. Cependant, le succès naissant créait de nouveaux défis pour l'inventeur alsacien. Les demandes d'expertise et de consultation se multipliaient, risquant de le détourner de l'achèvement de son projet pilote. De plus, les tentatives d'espionnage industriel se intensifiaient. Des agents britanniques et allemands tentèrent de corrompre ses ouvriers pour obtenir les secrets techniques de ces assemblages métalliques. Cette concurrence internationale confirmait la valeur stratégique des innovations, mais obligeait Martineau à renforcer considérablement la sécurité de son chantier. L'été 1848 vit l'installation des premiers équipements industriels sur la fondation révolutionnaire. Les machines textiles les plus perfectionnées de l'époque, importées d'Angleterre et de Saxe, furent assemblées sur cette base d'une stabilité inégalée. Les premiers tests de production révélèrent une qualité et une régularité exceptionnelles. Les tissus produits atteignaient une finesse et une uniformité supérieures à tous les standards européens. Cette excellence productive, directement liée à la stabilité parfaite de la fondation, prouvait concrètement que l'investissement initial se traduisait par une supériorité commerciale durable. Les résultats de production dépassaient toutes les prévisions les plus optimistes. La stabilité parfaite de la base permettait aux machines de fonctionner à des vitesses supérieures aux spécifications constructeurs, sans aucune usure prématurée ni défaut de fabrication. Cette performance exceptionnelle transformait l'usine Martineau en laboratoire de la production industrielle moderne, attirant les délégations techniques du monde entier et confirmant définitivement que cette folie des pierres était en réalité la plus géniale des innovations techniques de son époque. Paragraphe 4. L'automne 1848 consacra définitivement le triomphe technique et commercial de la Fondation Martineau, avec la mise en production complète de l'usine textile. Les résultats dépassaient toutes les espérances. La productivité atteignait 150% des standards européens, tandis que la qualité des tissus produits surpassait les meilleures manufactures britanniques. Cette supériorité s'expliquait par la stabilité parfaite de la fondation, qui permettait aux métiers à tisser de fonctionner avec une précision d'horlogerie, éliminant les défauts de tension et les irrégularités de trame qui affectaient traditionnellement la production textile industrielle. Les données économiques confirmaient spectaculairement la vision à long terme de Martineau. Malgré un coût de construction initial 16 fois supérieur au standard, l'usine générait déjà des bénéfices nets 200% supérieurs à la concurrence grâce à la combinaison de productivité élevée, qualité exceptionnelle et coût de maintenance quasi nul. Les économistes parisiens, initialement sceptiques, reconnaissaient désormais que cette approche révolutionnait le calcul de rentabilité industrielle en démontrant la supériorité de l'investissement initial lourd sur l'économie de construction à court terme. L'impact sur l'emploi régional était considérable et inattendu. Contrairement aux usines conventionnelles qui nécessitaient une main-d'œuvre nombreuse, mais peu qualifiée, l'installation Martineau employait moins d'ouvriers, mais leur offrait des conditions de travail révolutionnaires et des salaires nettement supérieurs. La stabilité parfaite de la fondation réduisait les nuisances sonores et vibratoires, créant un environnement de travail plus sain et plus agréable. Cette amélioration des conditions sociales attirait les meilleurs ouvriers d'Alsace et de toute la France, créant un cercle vertueux de qualité humaine
et technique. L'innovation sociale accompagnait l'innovation technique. Martineau avait conçu autour de sa fondation révolutionnaire un complexe industriel intégré comprenant logements ouvriers modernes, école technique, dispensaire médical et même bibliothèque spécialisée. Cette vision globale qui intégrait progrès technique et progrès social séduisait les intellectuels saint-simoniens et attirait l'attention du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, futur Napoléon III, qui s'intéressait aux innovations susceptibles de moderniser la France. La visite officielle de Louis-Napoléon Bonaparte, le 12 octobre 1848, marquait la reconnaissance politique suprême du projet. Accompagné de ses ministres de l'Industrie et des Travaux publics, le prince-président examina minutieusement les innovations techniques et sociales de l'installation. Sa déclaration publique fut sans ambiguïté. M. Martineau incarne le génie français moderne. Cette réalisation prouve que notre pays peut retrouver sa supériorité technique sur l'Angleterre grâce à l'audace créatrice et à la vision à long terme. Cette caution politique transformait définitivement le statut de l'inventeur alsacien. Les commandes industrielles affluaient de toute l'Europe. Saint-Éteux. Le gouvernement autrichien demandait à Martineau l'étude d'une fondation révolutionnaire pour les aciéries de Bohême, projet stratégique pour la puissance industrielle de l'Empire. Les industriels prussiens proposaient des contrats considérables pour l'application de ces techniques aux manufactures textiles de Silésie. Même les Britanniques, initialement moqueurs, sollicitaient discrètement son expertise pour résoudre les problèmes chroniques de leurs installations industrielles vieillissantes. Cette demande internationale massive posait un dilemme stratégique à Martineau et aux autorités françaises. Diffuser largement ces innovations techniques renforcerait certes le prestige scientifique français, mais risquerait d'armer industriellement les concurrents européens. Le gouvernement français proposa à l'inventeur un compromis, création d'une École française des fondations industrielles, qui formerait exclusivement des ingénieurs français aux techniques révolutionnaires, préservant ainsi l'avance technologique nationale tout en développant une expertise exportable. L'analyse technique approfondie des performances révélait des aspects insoupçonnés du génie de Martineau. La fondation ne se contentait pas d'assurer une stabilité parfaite. Elle créait également un microclimat industriel optimal. L'inertie thermique de la masse de pierre régulait naturellement la température des ateliers, réduisant les variations qui affectaient la qualité de production textile. Cette régulation naturelle, non prévue initialement, s'avérait être un avantage concurrentiel supplémentaire qui réduisait les coûts de chauffage et améliorait les conditions de travail. Les innovations secondaires développées pour le projet principal révélaient également leur potentiel révolutionnaire. Le système de grue et de manutention conçu pour l'assemblage des pierres fut adapté pour la manipulation des matières premières industrielles, multipliant par 5 l'efficacité logistique. Les instruments de mesure de précision développés pour contrôler l'assemblage trouvaient des applications dans l'industrie de précision naissante. Ces retombées technologiques transformèrent le projet Martineau en véritable laboratoire d'innovation technique. L'hiver 1848-1849 confirma définitivement la supériorité de la fondation révolutionnaire, tandis que toutes les installations industrielles d'Europe subissaient les contraintes climatiques habituelles. Arrêt de production, surcoût de chauffage, détérioration par le gel. L'usine Martineau maintenait une production régulière sans aucune adaptation particulière. Cette continuité opérationnelle, impossible avec les techniques conventionnelles, démontrait concrètement l'avantage économique de l'approche révolutionnaire sur une base annuelle complète. Les résultats financiers de la première année d'exploitation transformaient radicalement la perception du secteur industriel français. Non seulement l'usine Martineau était rentable dès sa première année, performance exceptionnelle pour un investissement aussi lourd, mais elle générait déjà des excédents suffisants pour financer l'extension de ses installations. Cette réussite économique éclatante provoquait une révision complète des stratégies d'investissement industriel en France et inspirait une nouvelle génération d'entrepreneurs visionnaires, prêts à privilégier l'excellence technique sur l'économie à court terme. La transformation de la Folie des Pierres en modèle industriel de référence était désormais complète. Martineau, hier moqué par ses pairs, était devenu la figure emblématique de l'innovation française moderne.
Son approche révolutionnaire allait inspirer les grandes réalisations industrielles du Second Empire et poser les bases conceptuelles de l'ingénierie moderne du XXe siècle. Hier, paragraphe 5. L'année 1849 marqua l'expansion internationale du modèle Martino avec la signature du premier grand contrat à l'étranger. La conception et la construction d'une fondation révolutionnaire pour les nouvelles aciéries royales de Naples, commande personnelle du roi Ferdinand II des Deux Siciles, qui avait été impressionné par les rapports techniques de ses ingénieurs. Ce projet prestigieux, d'une valeur de 2 millions de francs, validait définitivement l'exportabilité des innovations françaises et confirmait la supériorité technique retrouvée de la France sur ses concurrents européens traditionnels. Le défi napolitain dépassait en complexité le projet alsacien initial. Les contraintes géologiques méditerranéennes, avec un sol volcanique instable et des risques sismiques importants, nécessitaient une adaptation révolutionnaire des techniques de Martino. L'ingénieur alsacien développa un système de fondation flottante où les blocs de pierre, assemblés selon sa technique d'emboîtement métallique, créaient une structure flexible capable d'absorber les mouvements telluriques sans dommages structurels. Cette innovation, née de la nécessité, s'avérerait révolutionnaire pour toute l'industrie des zones sismiques. L'équipe technique internationale assemblée pour ce projet révélait l'aura nouvelle de Martino dans les milieux scientifiques européens. Des ingénieurs autrichiens, prussiens, britanniques et même russes sollicitaient l'honneur de participer à cette réalisation exceptionnelle. Cette collaboration technique internationale, orchestrée depuis la France, marquait un renversement géopolitique significatif. Paris redevenait un centre d'innovation technique après des décennies de domination britannique dans l'ingénierie industrielle. La formation de cette équipe internationale nécessitait la création d'une véritable académie technique itinérante. Martino développa un programme pédagogique révolutionnaire combinant enseignement théorique des principes scientifiques et formation pratique sur chantier. Cette méthode d'apprentissage sur le terrain s'avérerait plus efficace que l'enseignement traditionnel des écoles d'ingénieurs et influencerait durablement la pédagogie technique européenne. Les diplômés Martino devenaient une nouvelle aristocratie technique recherchée par toutes les industries de pointe. Les innovations développées pour Naples dépassaient largement le cadre des fondations pour révolutionner l'ensemble de l'approche industrielle. Le système de refroidissement des hauts fourneaux utilisait l'inertie thermique de la fondation de pierre pour créer un cycle de régulation naturelle qui doublait l'efficacité énergétique. Cette intégration de la fondation dans le processus industriel lui-même transformait la base de l'usine en élément actif de production, concept révolutionnaire qui ne serait redécouvert qu'au XXe siècle avec l'écologie industrielle. L'impact économique du succès napolitain résonnait dans toute l'Europe industrielle. Les actions des entreprises utilisant les techniques Martino s'appréciaient spectaculairement sur les bourses européennes, créant un phénomène spéculatif autour de ce que la presse financière londonienne baptisait « l'or de pierre français ». Cette valorisation boursière démontrait que les investisseurs comprenaient désormais l'avantage concurrentiel durable procuré par ces fondations révolutionnaires. La reconnaissance scientifique internationale culmina avec l'attribution à Martino de la Grande Médaille de la Royal Society of London, distinction suprême qui consacrait sa contribution exceptionnelle au progrès scientifique mondial. Cette récompense britannique, d'autant plus significative qu'elle venait de la nation industrielle concurrente, marquait l'universalité de ces innovations et leur impact dépassant les rivalités nationales. Le discours de réception, prononcé devant l'élite scientifique britannique, fut ovationné debout et largement reproduit dans la presse technique internationale. Cependant, ce succès international créait de nouveaux défis pour Martino et la France. La demande mondiale dépassait largement les capacités de formation et de production françaises. Les tentatives d'imitation fleurissaient partout en Europe, obligeant Martino à développer un système de brevets internationaux et de licences d'exploitation qui préfiguraient la propriété intellectuelle industrielle moderne. Cette protection juridique des innovations techniques, révolutionnaires pour l'époque, établissait un nouveau modèle économique basé sur l'expertise plutôt que sur la seule production matérielle. L'organisation de l'entreprise Martino
évoluait vers un modèle d'ingénierie conseil international qui inspirera les grandes firmes techniques du XXe siècle. Des bureaux d'études s'ouvraient à Londres, Berlin, Vienne et Saint-Pétersbourg, diffusant les techniques françaises tout en adaptant leurs applications aux spécificités locales. Cette stratégie d'expansion contrôlée permettait de maintenir l'avance technique française tout en captant la valeur économique de l'innovation sur l'ensemble du marché européen. L'influence des innovations de Martino dépassait largement le seul secteur industriel pour transformer l'architecture civile et militaire. Les techniques d'assemblage sans mortier trouvaient des applications révolutionnaires dans la construction de fortifications, de ponts et même d'édifices publics. Le baron Haussmann, préfet de la Seine chargé de la transformation de Paris sous Napoléon III, consulta personnellement Martino pour l'application de ces techniques aux grands travaux parisiens. Cette extension aux travaux publics démultipliait l'impact social et urbain des innovations techniques. L'école technique, créée autour du projet original, était devenue un véritable laboratoire de recherche et développement permanent. Les ingénieurs formés par Martino poursuivaient l'innovation, en développant de nouvelles applications. Fondations sous-marines pour les installations portuaires, structures antisismiques pour les zones montagneuses, systèmes de ventilation naturelle intégrés aux fondations pour l'industrie chimique naissante. Cette dynamique d'innovation continue, alimentée par la formation de nouveaux talents, assurait la pérennité de l'avance technique française. L'analyse rétrospective de cette période révélait que Martino avait intuitivement anticipé les besoins de l'industrialisation massive du Second Empire. Ces fondations éternelles permettraient de supporter l'intensification de la production, l'augmentation de la taille des machines et l'accélération des cadences que nécessiterait la compétition industrielle internationale. Cette vision prospective, née d'une intuition géniale sur l'évolution technique, transformait le fou des pierres en véritable prophète de l'ère industrielle moderne. Paragraphe 6. L'exposition universelle de 1851 à Londres offrit à Martino la scène internationale parfaite pour démontrer la supériorité de ses innovations face à l'establishment technique britannique. Le pavillon français, conçu par l'ingénieur alsacien, reposait intégralement sur une fondation miniature utilisant ces techniques révolutionnaires, créant une stabilité et une résistance aux vibrations qui impressionnèrent les 6 millions de visiteurs. Cette démonstration grandeur nature, au cœur même de la capitale industrielle mondiale, marquait symboliquement la reconquête française de l'excellence technique internationale. La présentation de Martino devant la Commission technique internationale de l'exposition constituait un moment historique. Face à un parterre composé des plus grands ingénieurs britanniques, allemands et américains, il démontra pratiquement la supériorité de ses méthodes en assemblant en direct un échantillon de sa fondation révolutionnaire. Les tests de résistance effectués publiquement révélèrent des performances qui dépassaient de 300% les standards techniques de l'époque, provoquant une ovation de l'assistance internationale et une reconnaissance unanime de l'excellence française retrouvée. Le prince Albert, époux de la reine Victoria et grand amateur de progrès techniques, demanda personnellement à Martino une étude pour l'application de ces méthodes aux infrastructures industrielles britanniques. Cette commande royale, d'une portée symbolique considérable, marquait l'acceptation par l'Angleterre de sa perte de monopole technique et la reconnaissance de la supériorité française dans ce domaine révolutionnaire. Les journaux londoniens titrèrent « Un Français enseigne l'industrie aux Anglais ». Révolution psychologique majeure après un siècle de domination britannique. L'impact commercial de cette reconnaissance internationale fut immédiat et spectaculaire. Les commandes affluèrent de tous les continents. Les États-Unis demandèrent l'étude de fondation pour leurs nouvelles aciéries. De Pittsburgh, la Russie sollicitait l'expertise française pour les installations industrielles sibériennes. L'Empire ottoman commandait des fondations pour les manufactures de Constantinople. Cette demande mondiale transformait l'invention alsacienne en standard technique international et générait des revenus considérables pour l'industrie française. L'organisation de cette expansion mondiale nécessitait une révolution de la structure entrepreneuriale de Martino. La création de la Société internationale des fondations techniques en 1852, avec un capital de 10 millions de francs, souscrit par les plus grandes fortunes européennes, marquait la naissance de la première multinationale industrielle française. Cette société,
organisé selon des principes de management révolutionnaire, combinait recherche permanente, formation technique et exploitation commerciale sur tous les continents. L'innovation organisationnelle accompagnait l'innovation technique. Martineau développa un système de franchise technique qui permettait à des entrepreneurs locaux d'utiliser ces méthodes sous licence tout en maintenant les standards de qualité français. Cette approche, révolutionnaire pour l'époque, préfigurait les modèles économiques de transfert technologique du XXe siècle et permettait une diffusion contrôlée des innovations sans perte de maîtrise technique ni de rentabilité. La formation de ingénieurs internationaux dans les écoles Martineau transformait la géographie technique mondiale. Des élèves venus d'Amérique, d'Asie et de tous les pays européens retournèrent dans leur pays d'origine armés des techniques françaises les plus avancées. Cette diplomatie technique, orchestrée depuis la France, renforçait l'influence française dans le monde et créait des réseaux de compétences qui bénéficieraient durablement aux entreprises françaises. Les retombées scientifiques des innovations de Martineau dépassaient largement leur application industrielle initiale. Ses recherches sur les propriétés mécaniques des assemblages sans mortier révolutionnaient la science des matériaux naissantes. Ses observations sur la répartition des contraintes dans les structures complexes anticipaient les théories de résistance des matériaux qui ne seraient formalisées qu'au XXe siècle. Cette contribution scientifique fondamentale, reconnue par l'Académie des sciences, plaçait la France à l'avant-garde de la recherche en ingénierie. L'impact social des réalisations de Martineau transformait également la condition ouvrière française. Les usines construites selon ces méthodes offraient des conditions de travail révolutionnaires, réduction du bruit et des vibrations, stabilité thermique naturelle, espace de travail plus vaste et mieux éclairé. Cette amélioration de l'environnement industriel, directement liée aux propriétés techniques des fondations révolutionnaires, démontrait que progrès technique et progrès social pouvaient converger harmonieusement. L'influence politique de cette réussite technique dépassait les frontières françaises. Napoléon III utilisait les innovations Martineau comme instrument de diplomatie industrielle, offrant l'expertise française aux pays alliés et la refusant aux nations hostiles. Cette diplomatie des fondations renforçait l'influence française en Europe et dans le monde, prouvant que l'excellence technique pouvait devenir un outil de puissance géopolitique aussi efficace que la force militaire traditionnelle. L'analyse économique de cette période révélait une transformation profonde du modèle industriel français. L'approche Martineau, qui privilégiait l'investissement initial lourd pour une rentabilité à long terme, s'opposait radicalement au modèle anglo-saxon de profit immédiat. Cette alternative française au capitalisme britannique séduisait de nombreux entrepreneurs européens et jetait les bases d'une conception différente de l'industrie moderne, plus soucieuse de durabilité et de qualité que de profit à court terme. Les universités européennes commençaient à intégrer les innovations de Martineau dans leur cursus d'ingénierie. Les méthodes françaises devenaient une spécialité académique recherchée, attirant les meilleurs étudiants internationaux vers les écoles techniques françaises. Cette excellence pédagogique renforçait l'attractivité de la France pour les élites intellectuelles mondiales et consolidait durablement la position française dans la compétition technique internationale. Le fou des pierres était devenu le père de l'école française d'ingénierie moderne. Paragraphe 7. L'apogée de la reconnaissance internationale arriva en 1855 avec l'Exposition universelle de Paris, où Martineau fut choisi pour concevoir et réaliser les fondations du Palais de l'Industrie, édifice symbole du renouveau technique français sous le Second Empire. Cette commande prestigieuse, confiée par Napoléon III en personne, représentait la consécration officielle d'un homme que tout Paris avait moqué 8 ans plus tôt. Le Palais de l'Industrie, avec ses 48 000 mètres carrés de superficie, constituait le plus grand défi technique jamais relevé par les méthodes révolutionnaires de l'ingénieur alsacien. L'innovation développée pour ce projet pharaonique dépassait toutes les réalisations antérieures. Martineau conçut un système de fondation modulaire, interconnecté, qui permettait de supporter simultanément les charges réparties du bâtiment et les surcharges ponctuelles des machines les plus lourdes de l'époque. Cette architecture souterraine complexe, invisible des visiteurs mais révolutionnaire pour les spécialistes, créait une plateforme de stabilité absolue
capable de supporter les 200 tonnes de la plus grosse machine à vapeur britannique, sans aucune vibration parasite transmise aux installations voisines. La réalisation technique impressionnait par son ampleur et sa précision. Plus de 50 000 blocs de pierre, chacun unique et taillé selon des spécifications millimétriques, furent assemblés par 800 ouvriers spécialisés pendant 18 mois de travaux ininterrompus. Cette prouesse logistique et technique, réalisée au cœur de Paris, sous les yeux du monde entier, démontrait la maturité industrielle des méthodes françaises et leur supériorité organisationnelle sur toutes les techniques concurrentes européennes. L'ouverture de l'exposition universelle, le 15 mai 1855, marqua le triomphe définitif de Martinot devant 5 millions de visiteurs internationaux. L'empereur Napoléon III, accompagné de la reine Victoria d'Angleterre et du roi de Prusse, inaugura personnellement les installations en déclarant solennellement « Monsieur Martinot incarne le génie français moderne. Ses innovations transforment la France en leader mondial de l'excellence industrielle. » Cette reconnaissance impériale, prononcée devant les souverains européens, consacrait définitivement la révolution technique française. L'impact économique de cette vitrine mondiale fut considérable. Les visiteurs de l'exposition, impressionnés par la stabilité parfaite des installations, malgré le fonctionnement simultané de centaines de machines puissantes, passèrent massivement commande d'études techniques pour leur propre pays. Les contrats signés pendant les 6 mois d'exposition représentaient un chiffre d'affaires de 50 millions de francs, transformant l'entreprise Martinot en géant industriel international et générant des emplois pour des milliers d'ingénieurs et ouvriers français. La dimension scientifique de ces réalisations attirait l'attention des plus grands savants européens. Lord Kelvin, physicien britannique de renommée mondiale, étudia pendant plusieurs semaines les propriétés vibratoires des fondations Martinot et publia dans la Royal Society un mémoire révolutionnaire sur les principes physiques de l'amortissement mécanique par structure pierreuse. Cette caution scientifique de premier plan établissait définitivement les bases théoriques des innovations pratiques de l'ingénieur français. L'École polytechnique, qui avait formé Martinot mais l'avait ensuite ignoré pendant ces années difficiles, lui proposa la chaire d'ingénierie avancée spécialement créée pour ses enseignements. Cette réintégration dans l'establishment académique français marquait la reconnaissance officielle de ses méthodes et leur intégration dans la formation des élites techniques françaises. Les cours de Martinot, combinant théorie scientifique rigoureuse et expérience pratique exceptionnelle, révolutionnèrent la pédagogie de l'ingénierie et influencèrent des générations d'ingénieurs français. L'influence internationale des innovations françaises transformait la géopolitique industrielle européenne. Les nations traditionnellement dominantes comme l'Angleterre et la Prusse envoyaient discrètement leurs meilleurs ingénieurs se former aux méthodes Martinot, reconnaissance implicite de leur retard technique. Cette inversion des flux de compétences, où la France exportait son savoir-faire vers ses concurrents historiques, marquait une révolution dans l'équilibre des puissances techniques européennes. L'adaptation des méthodes Martinot aux différents contextes nationaux révélait leur universalité. En Russie, ces techniques permettaient de construire sur le permafrost sibérien des installations industrielles impossibles avec les méthodes conventionnelles. Aux États-Unis, ces fondations antisismiques révolutionnaient la construction en Californie. En Inde britannique, ces systèmes de régulation thermique naturelle transformaient l'industrie textile tropicale. Cette adaptabilité universelle prouvait la validité scientifique fondamentale de ces innovations. Les bénéfices sociaux de cette réussite technique se manifestaient dans toute la France industrielle. Les ouvriers formés aux méthodes Martinot jouissaient de salaires supérieurs de 50% à la moyenne nationale et de conditions de travail révolutionnaires. Cette aristocratie ouvrière technique, fière de ses compétences exceptionnelles, développait un patriotisme industriel qui renforçait la cohésion sociale française et l'orgueil national retrouvé face aux puissances concurrentes. L'héritage technique de Martinot dépassait largement ses réalisations directes. Ses anciens élèves, dispersés dans le monde entier, continuaient d'innover en appliquant ces principes à de nouveaux défis. Construction navale, armement, travaux publics. Cette école française d'ingénierie, née de l'intuition géniale d'un homme moqué par ses contemporains,
irriguait désormais toute la technique mondiale et assurait la pérennité de l'influence française dans l'innovation industrielle internationale. Paragraphe 8. L'année 1860 marqua l'entrée de Martineau dans une phase de reconnaissance institutionnelle suprême avec sa nomination au Sénat par Napoléon III, honneur exceptionnel pour un ingénieur qui témoignait de l'importance politique accordée à l'innovation technique dans la France du Second Empire. Cette élévation symbolique transformait le « fou des pierres » en figure officielle de la modernisation française. Consultant privilégié de l'empereur pour toutes les questions de développement industriel et d'aménagement territorial. Sa première intervention sénatoriale, consacrée à l'industrie française face aux défis de la concurrence internationale, fut saluée comme un modèle de vision stratégique à long terme. L'Empire français, désormais doté d'un réseau de fondations révolutionnaires sur tout son territoire, bénéficiait d'un avantage industriel considérable sur ses concurrents européens. Les usines françaises, construites selon les méthodes Martineau, affichaient une productivité supérieure de 200% aux standards internationaux, tout en offrant une qualité de production inégalée. Cette supériorité technique se traduisait par une conquête massive des marchés d'exportation européens et coloniaux, redonnant à la France une position dominante dans l'industrie textile, métallurgique et même dans les secteurs émergents de la mécanique de précision. La formation internationale dans les écoles Martineau avait créé un réseau mondial d'ingénieurs français ou francophiles qui facilitait l'expansion commerciale française. Ces ambassadeurs techniques recommandaient systématiquement les équipements et méthodes françaises, créant un avantage concurrentiel durable pour l'industrie nationale. Cette diplomatie industrielle, orchestrée depuis Paris, permettait à la France de regagner l'influence internationale perdue après les guerres napoléoniennes. En s'appuyant sur l'excellence technique plutôt que sur la force militaire, l'innovation continue dans les laboratoires Martineau maintenait l'avance française face aux tentatives d'imitation étrangères. L'application des fondations révolutionnaires au développement ferroviaire transformait l'infrastructure française. Les gares construites selon ces méthodes supportaient sans vibration les locomotives les plus puissantes, les ponts résistaient aux contraintes les plus extrêmes. Les tunnels alpins bénéficiaient d'une stabilité parfaite. Cette modernisation technique facilitait l'unification économique française et renforçait la compétitivité de l'ensemble du territoire national. L'expansion coloniale française bénéficiait également de ces innovations techniques. Les installations portuaires d'Alger, construites selon les méthodes Martineau, résistaient parfaitement aux tempêtes méditerranéennes et permettaient un développement commercial sans précédent. Les usines de transformation agricole en Indochine, établies sur des fondations adaptées aux contraintes tropicales, révolutionnaient l'économie coloniale française. Cette application coloniale des innovations métropolitaines renforçait l'Empire français et sa rentabilité économique. L'influence sociale de cette réussite technique transformait la société française elle-même. Les ingénieurs formés aux méthodes Martineau constituaient une nouvelle élite technique qui concurrençait l'aristocratie traditionnelle dans l'influence sociale et politique. Cette méritocratie technique, basée sur la compétence plutôt que sur la naissance, incarnait l'idéal démocratique du Second Empire et offrait des perspectives d'ascension sociale inédites aux classes populaires talentueuses. L'intégration des innovations Martineau dans l'enseignement technique français révolutionnait la formation professionnelle nationale. Les écoles d'art des métiers adoptaient ces méthodes. Les lycées techniques enseignaient ces principes. Même l'enseignement primaire incluait des notions de construction et de résistance des matériaux inspirés de ces découvertes. Cette diffusion éducative massive assurait la transmission de l'excellence technique française aux générations futures et consolidait durablement l'avantage concurrentiel national. La recherche scientifique française bénéficiait de l'aura internationale des innovations Martineau pour attirer les meilleurs cerveaux européens. Des savants allemands, britanniques, italiens sollicitèrent l'honneur de travailler dans les laboratoires français, désormais reconnus comme les plus avancés d'Europe. Cette attractivité scientifique renforçait l'écosystème d'innovation français et garantissait le maintien de l'excellence technique nationale face à la concurrence internationale. L'impact urbanistique des méthodes Martineau transformait le visage des villes françaises. Paris, remodelé par Haussmann selon des principes inspirés des innovations de l'ingénieur alsacien, devenait un modèle urbain international.
Les grands boulevards, construits sur des fondations révolutionnaires, supportaient parfaitement la circulation intense et les nouveaux équipements urbains. Cette modernisation urbaine, rendue possible par l'excellence technique française, attirait l'admiration internationale et renforçait le prestige culturel français. L'agriculture française elle-même bénéficiait indirectement de ces innovations industrielles. Les machines agricoles produites dans les usines aux fondations Martinot affichaient une précision et une durabilité exceptionnelles qui révolutionnaient la productivité rurale française. Cette modernisation agricole, facilitée par l'excellence industrielle, permettait à la France de maintenir son autosuffisance alimentaire tout en développant des excédents exportables vers les pays moins bien équipés techniquement. L'analyse rétrospective de cette période révélait que Martinot avait inconsciemment créé un nouveau modèle de développement économique national. Son approche, qui privilégiait l'investissement technique à long terme sur la rentabilité immédiate, démontrait qu'une nation pouvait reconquérir sa supériorité internationale par l'innovation plutôt que par la conquête militaire. L'année 1860 marqua l'entrée de Martinot dans une phase de reconnaissance institutionnelle suprême avec sa nomination au Sénat par Napoléon III, honneur exceptionnel pour un ingénieur qui témoignait de l'importance politique accordée à l'innovation technique dans la France du Second Empire. Cette élévation symbolique transformait le « fou des pierres » en figure officielle de la modernisation française. Consultant privilégié de l'empereur pour toutes les questions de développement industriel et d'aménagement territorial. Sa première intervention sénatoriale, consacrée à l'industrie française face aux défis de la concurrence internationale, fut saluée comme un modèle de vision stratégique à long terme. L'Empire français, désormais doté d'un réseau de fondations révolutionnaires sur tout son territoire, bénéficiait d'un avantage industriel considérable sur ses concurrents européens. Les usines françaises, construites selon les méthodes Martinot, affichaient une productivité supérieure de 200% aux standards internationaux, tout en offrant une qualité de production inégalée. Cette supériorité technique se traduisait par une conquête massive des marchés d'exportation européens et coloniaux, redonnant à la France une position dominante dans l'industrie textile, métallurgique et même dans les secteurs émergents de la mécanique de précision. La formation internationale dans les écoles Martinot avait créé un réseau mondial d'ingénieurs français ou francophiles qui facilitait l'expansion commerciale française. Ces ambassadeurs techniques recommandaient systématiquement les équipements et méthodes françaises, créant un avantage concurrentiel durable pour l'industrie nationale. Cette diplomatie industrielle, orchestrée depuis Paris, permettait à la France de regagner l'influence internationale perdue après les guerres napoléoniennes. En s'appuyant sur l'excellence technique plutôt que sur la force militaire, l'innovation continue dans les laboratoires Martinot maintenait l'avance française face aux tentatives d'imitation étrangères. L'application des fondations révolutionnaires au développement ferroviaire transformait l'infrastructure française. Les gares construites selon ces méthodes supportaient sans vibration les locomotives les plus puissantes, les ponts résistaient aux contraintes les plus extrêmes. Les tunnels alpins bénéficiaient d'une stabilité parfaite. Cette modernisation technique facilitait l'unification économique française et renforçait la compétitivité de l'ensemble du territoire national. L'expansion coloniale française bénéficiait également de ces innovations techniques. Les installations portuaires d'Alger, construites selon les méthodes Martinot, résistaient parfaitement aux tempêtes méditerranéennes et permettaient un développement commercial sans précédent. Les usines de transformation agricole en Indochine, établies sur des fondations adaptées aux contraintes tropicales, révolutionnaient l'économie coloniale française. Cette application coloniale des innovations métropolitaines renforçait l'Empire français et sa rentabilité économique. L'influence sociale de cette réussite technique transformait la société française elle-même. Les ingénieurs formés aux méthodes Martinot constituaient une nouvelle élite technique qui concurrençait l'aristocratie traditionnelle dans l'influence sociale et politique. Cette méritocratie technique, basée sur la compétence plutôt que sur la naissance, incarnait l'idéal démocratique du Second Empire et offrait des perspectives d'ascension sociale inédites aux classes populaires talentueuses.
L'intégration des innovations Martineau dans l'enseignement technique français révolutionnait la formation professionnelle nationale. Les écoles d'arts et métiers adoptaient ces méthodes. Les lycées techniques enseignaient ces principes. Même l'enseignement primaire incluait des notions de construction et de résistance des matériaux inspirés de ces découvertes. Cette diffusion éducative massive assurait la transmission de l'excellence technique française aux générations futures et consolidait durablement l'avantage concurrentiel national. La recherche scientifique française bénéficiait de l'aura internationale des innovations Martineau pour attirer les meilleurs cerveaux européens. Des savants allemands, britanniques, italiens sollicitaient l'honneur de travailler dans les laboratoires français, désormais reconnus comme les plus avancés d'Europe. Cette attractivité scientifique renforçait l'écosystème d'innovation français et garantissait le maintien de l'excellence technique nationale face à la concurrence internationale. L'impact urbanistique des méthodes Martineau transformait le visage des villes françaises. Paris, remodelé par Haussmann selon des principes inspirés des innovations de l'ingénieur alsacien, devenait un modèle urbain international. Les grands boulevards, construits sur des fondations révolutionnaires, supportaient parfaitement la circulation intense et les nouveaux équipements urbains. Cette modernisation urbaine, rendue possible par l'excellence technique française, attirait l'admiration internationale et renforçait le prestige culturel français. L'agriculture française elle-même bénéficiait indirectement de ces innovations industrielles. Les machines agricoles produites dans les usines aux fondations Martineau affichaient une précision et une durabilité exceptionnelles qui révolutionnait la productivité rurale française. Cette modernisation agricole, facilitée par l'excellence industrielle, permettait à la France de maintenir son autosuffisance alimentaire tout en développant des excédents exportables vers les pays moins bien équipés techniquement. L'analyse rétrospective de cette période révélait que Martineau avait inconsciemment créé un nouveau modèle de développement économique national. Son approche, qui privilégiait l'investissement technique à long terme sur la rentabilité immédiate, démontrait qu'une nation pouvait reconquérir sa supériorité internationale par l'innovation plutôt que par la conquête militaire. Cette leçon stratégique, validée par 15 années de succès, inspirait d'autres nations européennes et jetait les bases conceptuelles du développement industriel moderne basé sur l'excellence technique et l'innovation continue. Paragraphe 9. L'héritage de Martineau se révéla dans toute son ampleur lors de la guerre franco-prussienne de 1870, conflit qui testa dramatiquement la solidité des infrastructures françaises face aux bombardements ennemis. Les installations industrielles construites selon ces méthodes révolutionnaires résistèrent remarquablement aux attaques, leurs fondations de pierre absorbant les ondes de choc des obus prussiens sans dommages structurels significatifs. Cette résilience exceptionnelle permettait aux usines françaises de maintenir une production d'armement dans des conditions où les installations conventionnelles étaient rapidement détruites. Avantage militaire crucial qui prolongea la résistance française. L'école polytechnique, transformée en académie militaire d'urgence pour former rapidement des officiers du génie, utilisait massivement les enseignements de Martineau pour concevoir des fortifications révolutionnaires. Ces ouvrages défensifs, inspirés des principes de résistance mécanique développés par l'ingénieur alsacien, s'avérèrent particulièrement efficaces contre l'artillerie prussienne. Le siège de Belfort, où les fortifications Martineau permirent une résistance héroïque de 103 jours, démontra spectaculairement la valeur militaire des innovations techniques françaises. La défaite de 1871 et la perte de l'Alsace-Lorraine créèrent un paradoxe tragique. L'Allemagne annexait la région natale de Martineau et s'emparait de ses installations industrielles les plus avancées. Les ingénieurs prussiens découvrirent avec stupéfaction la sophistication technique des usines alsaciennes et s'empressèrent d'étudier les méthodes françaises pour les adapter à l'industrie allemande. Cette appropriation forcée des innovations françaises par le vainqueur illustrait cruellement l'importance stratégique de l'excellence technique dans la compétition internationale. Cependant, la diaspora des ingénieurs alsaciens formés aux méthodes Martineau contribua paradoxalement à diffuser l'excellence française dans le monde entier. Refusant de devenir allemands, de nombreux spécialistes émigrèrent vers la France intérieure, l'Amérique, la Russie, l'Empire ottoman, emportant avec eux les secrets techniques qui feraient de la fortune industrielle de leur pays d'adoption.
Cette dispersion involontaire des compétences françaises créait un réseau mondial d'influence technique qui compensait partiellement la perte territoriale. La Troisième République naissante fit de la reconstruction industrielle selon les méthodes Martineau un enjeu national prioritaire. Le gouvernement de Léon Gambetta créa une Mission nationale pour la modernisation industrielle, dirigée par les anciens collaborateurs de l'ingénieur alsacien. Cette politique volontariste de rattrapage technique, financée par l'emprunt patriotique de 1872, permit à la France de reconstruire rapidement son potentiel industriel et de maintenir sa compétitivité internationale malgré la défaite militaire. L'Exposition universelle de 1878 à Paris offrit à la France l'occasion de démontrer sa renaissance technique. Le palais du Trocadéro, construit intégralement selon les méthodes perfectionnées de Martineau, impressionna les 16 millions de visiteurs par sa stabilité parfaite et ses performances acoustiques exceptionnelles. Cette vitrine technique internationale permit à la France de retrouver son prestige scientifique et d'attirer de nouveaux marchés d'exportation pour ses innovations industrielles. L'influence internationale des méthodes Martineau atteignit son apogée avec leur adoption par les États-Unis pour la construction des gratte-ciel de New York. Les ingénieurs américains, confrontés aux défis inédits de la construction en hauteur, adaptèrent brillamment les principes français de répartition des charges et de stabilité structurelle. Cette application américaine des innovations françaises aux défis urbains modernes démontrait l'universalité et l'actualité permanente des découvertes de l'ingénieur alsacien. La formation technique supérieure française, réorganisée autour des enseignements de Martineau, produisait désormais les ingénieurs les plus recherchés au monde. L'école centrale, l'école des mines, et même la Sorbonne intégraient ces méthodes dans leur cursus, créant une école française d'ingénierie réputée pour son excellence théorique et pratique. Cette attractivité éducative attirait les meilleurs étudiants internationaux vers la France et renforçait durablement l'influence française dans les élites techniques mondiales. L'empire colonial français bénéficiait largement de ces innovations pour son développement économique. Le canal de Suez, les chemins de fer indochinois, les installations portuaires africaines utilisaient massivement les techniques françaises, créant une infrastructure coloniale d'une solidité et d'une efficacité exceptionnelles. Cette supériorité technique facilitait l'exploitation économique des colonies et renforçait la rentabilité de l'Empire français face à la concurrence britannique et allemande. L'industrie de l'armement français, modernisée selon les principes Martineau, produisait des équipements d'une qualité reconnue internationalement. Les usines Schneider du Creusot, les arsenaux de Brest et de Toulon, les manufactures d'armes de Saint-Étienne bénéficiaient de fondations révolutionnaires qui permettaient une précision de fabrication inégalée. Cette excellence technique dans l'armement compensait partiellement l'infériorité numérique française face à l'Allemagne et contribuait à maintenir l'équilibre européen. L'héritage social de Martineau transformait également la condition ouvrière française. Les industries modernes construites selon ces méthodes offraient des conditions de travail nettement supérieures aux standards internationaux, créant une aristocratie ouvrière qualifiée et bien rémunérée. Cette amélioration sociale, directement liée au progrès technique, renforçait la cohésion nationale française et l'adhésion populaire à la République, avantage politique considérable dans une période de tension sociale européenne. L'analyse économique de long terme révélait que l'investissement initial dans les méthodes Martineau avait généré des bénéfices considérables pour l'économie française. Les industries équipées de ces fondations révolutionnaires affichaient une rentabilité supérieure de 300% aux moyennes internationales sur une période de 30 ans, validation éclatante de sa vision économique à long terme. Cette réussite économique durable prouvait définitivement la supériorité de l'approche française, privilégiant la qualité technique sur l'économie de moyens. Paragraphe 10. L'apothéose de la reconnaissance posthume arriva en 1889, lors de l'Exposition universelle du centenaire de la Révolution française, quand la Tour Eiffel fut érigée sur des fondations directement inspirées des innovations de Martineau. Gustave Eiffel lui-même, dans ses mémoires techniques, reconnaissait explicitement sa dette envers l'ingénieur alsacien. Sans les découvertes de M. Martineau sur la répartition des contraintes dans les structures complexes, ma tour n'aurait jamais pu défier les vents parisiens avec une telle stabilité.
Cette filiation technique directe entre le génie méconnu et le monument le plus célèbre de France consacrait définitivement l'héritage révolutionnaire du fou des pierres. La révolution industrielle du XXe siècle naissant validait spectaculairement toutes les intuitions visionnaires de Martineau. L'automobile, l'aviation, l'électrification massive nécessitaient des fondations d'une stabilité et d'une précision que seules ces méthodes pouvaient garantir. Les usines Renault de Billancourt, les ateliers Blériot de Levallois, les centrales électriques parisiennes utilisaient massivement les techniques françaises, créant une supériorité industrielle qui plaçait la France à l'avant-garde de la modernité technique mondiale. L'enseignement technique international s'organisait désormais autour de l'école française d'ingénierie créée par Martineau. Des universités américaines, britanniques, allemandes envoyaient leurs professeurs se former à Paris aux méthodes françaises devenues référence mondiale. Cette hégémonie pédagogique française dans l'ingénierie moderne constituait une revanche éclatante sur l'humiliation de 1871 et démontrait que l'excellence technique pouvait être plus durable que la victoire militaire. L'empire colonial français, désormais équipé intégralement selon les normes Martineau, affichait une rentabilité économique qui faisait l'envie des autres puissances coloniales. Les infrastructures d'une solidité exceptionnelle résistaient parfaitement aux climats tropicaux et aux contraintes d'exploitation intensive, générant des bénéfices durables qui finançaient l'expansion française en Afrique et en Asie. Cette supériorité coloniale, basée sur l'excellence technique plutôt que sur la force militaire, créait un modèle français d'impérialisme moderne. La recherche scientifique française, stimulée par l'héritage de Martineau, produisait des découvertes révolutionnaires qui maintenaient l'avance technique nationale. Pierre et Marie Curie utilisaient des laboratoires aux fondations ultra stables pour leurs recherches sur la radioactivité. Louis Pasteur bénéficiait d'installations d'une pureté vibratoire parfaite pour ses expérimentations microbiologiques. Henri Poincaré développait ses théories mathématiques dans des instituts d'une acoustique idéale. Cette excellence des conditions de recherche contribuait directement au rayonnement scientifique français. L'industrie de l'armement français, héritière des innovations de Martineau, équipait désormais les armées du monde entier. Le canon de 75, chef-d'œuvre de précision technique produit dans les usines aux fondations révolutionnaires, était reconnu comme l'artillerie la plus performante au monde. Cette supériorité militaro-industrielle renforçait l'influence diplomatique française et compensait l'infériorité démographique face à l'Allemagne dans l'équilibre européen des puissances. L'urbanisme français révolutionnait les villes du monde entier grâce aux méthodes dérivées des innovations de Martineau. Le baron Haussmann, devenu référence internationale, les techniques françaises d'aménagement urbain s'exportaient vers Londres, New York, Saint-Pétersbourg, créant un modèle français de modernité urbaine. Cette influence urbanistique mondiale renforçait le prestige culturel français et attirait les élites internationales vers Paris, capitale incontestée de l'art de vivre moderne. L'agriculture française modernisée bénéficiait massivement des retombées industrielles des innovations Martineau. Les machines agricoles d'une précision exceptionnelle révolutionnaient la productivité rurale. Les installations de transformation alimentaire garantissaient une qualité supérieure aux produits français. Cette excellence agricole, soutenue par la supériorité technique industrielle, permettait à la France de maintenir son autosuffisance alimentaire tout en développant des exportations agricoles de luxe vers l'Europe entière. L'impact social de cet héritage technique transformait la société française en profondeur. L'émergence d'une classe ouvrière qualifiée et prospère, formée aux méthodes avancées de production, créait une stabilité sociale qui contrastait avec les tensions révolutionnaires des autres pays européens. Cette paix sociale, directement liée à la prospérité technique, renforçait la démocratie française et son attractivité comme modèle politique pour les nations en développement. L'analyse historique révélait que Martineau avait inconsciemment créé les fondations de la puissance française moderne. Son obsession de la durabilité et de l'excellence technique avait donné à la France un avantage concurrentiel durable qui compensait tous ses handicaps géographiques et démographiques.
Cette revanche de l'intelligence sur la force brutale illustrait parfaitement le génie français et sa capacité à transformer ses faiblesses apparentes en force durable. La postérité reconnaissait finalement dans Auguste Martinaud l'un des grands visionnaires français du XIXe siècle, égal de Pasteur ou de Lesseps dans sa contribution au rayonnement national. L'homme qu'on avait moqué comme fou des pierres était devenu le père secret de la modernité française, celui qui avait posé, dans l'incompréhension générale, les fondations éternelles sur lesquelles la France construirait sa grandeur du XXe siècle. Cette reconnaissance tardive mais éclatante prouvait une fois de plus que les véritables révolutionnaires sont souvent incompris de leur vivant, mais que l'histoire finit toujours par rendre justice au génie authentique. L'héritage technique, social et même philosophique de Martinaud continuait d'inspirer les générations suivantes d'ingénieurs et d'entrepreneurs français. Son message était clair. La vraie innovation ne consiste pas à faire moins cher ou plus vite, mais à faire infiniment mieux et plus durablement. Cette leçon de long terme, si difficile à comprendre dans une époque obsédée par la rentabilité immédiate, demeure plus actuelle que jamais dans notre monde contemporain confronté aux défis de la durabilité et de l'excellence technique. Le fou des pierres avait bâti pour l'éternité, et l'éternité lui avait donné raison.